TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver pour le journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Après AstraZeneca et Sinovac, le Togo lance l'administration du vaccin Pfizer. Les toutes premières doses ont été administrées ce mercredi. Les détails dans ce journal. Vous aimez ou vous avez déjà entendu parler du célèbre poisson de Nangbeto, mais connaissez-vous le lac duquel il est pêché? Restez avec nous pour le découvrir et surtout découvrir tous ceux qui en vivent. Et puis Haïti est en état de siège ce mercredi. Le président Jovenel Moïse a été assassiné par un commando hier nuit dans sa résidence privée. Voilà donc pour les titres. Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi au Palais de la Présidence de la République sous la conduite du chef de l'État, Foresta Zimnania Zingbe. Le Conseil a examiné 2 projets de décret, écouté une communication et suivi un séminaire gouvernemental. Le compte rendu avec le ministre Christian Trimois des Droits de l'Homme, porte-parole du gouvernement. Du Conseil des ministres du 7 juillet 2021. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 juillet 2021 sous la présidence de son Excellence, M. Faure Ezozemna Nyasingbe, président de la République. Le Conseil a examiné 3 projets de décret, écouté une communication et suivi un séminaire gouvernemental. Au titre des projets de décret, le Conseil des ministres a examiné un premier projet de décret portant approbation de la charte des très petites et moyennes entreprises. L'actualisation de la charte met en place une nouvelle catégorisation qui va permettre aux entreprises togolaises d'être plus compétitives dans un contexte sous-régional et international de plus en plus concurrentiel. 4 catégories nouvelles sont proposées avec un chiffre d'affaires compris entre 5 millions et 1 milliard de francs CFA. Il s'agit des nano-entreprises, des micro-entreprises, des petites entreprises, des moyennes entreprises. L'adoption de ce projet de décret contribuera d'une manière efficace à la mise en œuvre des différents projets initiés au profit du secteur dans le cadre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le Conseil a ensuite adopté le projet de décret définissant la liste des génies composant l'Ordre national des ingénieurs du Togo, ONIT. Le présent projet de décret détermine les spécialités des ingénieurs diplômés qui composent l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Ce projet permettra de garantir à la population la sécurité dans l'identification des ingénieurs régulièrement inscrits auxquels elle peut faire appel. Le Conseil a enfin adopté un projet de décret fixant les modalités et le prix de cession par l'État d'une partie de sa participation dans le capital social de la société Mécanisme incitatif de financement agricole MIFA SA. Ce décret fixe, conformément à l'avis de la Commission d'évaluation des privatisations COMEP, le prix de cession par l'État d'une partie de sa participation dans le capital social de la société MIFA SA. Ainsi, après la finalisation de cette opération, la société de droit togolais, plateforme industrielle d'Adeti Copé, deviendra l'actionnaire majorité du MIFA SA. Outre la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, qui reste actionnaire, l'État détiendra désormais 43,5% du capital social du MIFA SA. La position de l'État lui permettra d'être pleinement associé à la gouvernance de la société. Ainsi, le président du conseil d'administration sera désigné sur proposition de l'État togolais. Au titre des communications,
le Conseil des ministres a écouté une communication relative à la présentation du 5e rapport périodique du Togo sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette communication a été présentée par le ministre des Droits de l'Homme, de la formation à la citoyenneté, des relations avec les institutions de la République. Présentée au cours de la 132e session du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, ce rapport fait état des progrès réalisés par notre pays, le Togo, en matière de droits civils et politiques, en dépit des défis qu'il reste encore à relever. Le Comité des droits de l'homme a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des avancées du Togo, présentées de manière transparente et détaillée. Il a également évoqué des préoccupations concernant certains cas spécifiques. Il transmettra ses observations et recommandations à notre pays ultérieurement. Au titre des divers, le Conseil a écouté un compte-rendu relatif à la mission que Madame le Premier ministre a conduite en France et en Allemagne. Cette mission a en effet permis de promouvoir les atouts de notre pays et les performances déjà constatées avec la série de réalisations qui sont venues renforcer la conviction que le Togo fait des progrès vers sa transformation économique. Le Conseil a écouté un deuxième compte-rendu sur la situation sanitaire et la mise en œuvre de la stratégie vaccinale. Il a saisi cette opportunité pour appeler à un renforcement du respect des mesures édictées et à une adhésion massive à la vaccination, seul moyen de se protéger contre l'augmentation des cas constatés récemment. Au titre du séminaire gouvernemental, le Conseil a suivi un séminaire gouvernemental sur la stratégie nationale de l'inclusion financière en vue de l'adoption de celle-ci. Cette stratégie formalise les initiatives existantes et approfondit les résultats encourageants obtenus par notre pays en matière d'inclusion financière. Elle vise également à relever les défis, notamment au regard des disparités régionales en matière d'accès aux services financiers, afin d'atteindre les objectifs assignés à la feuille de route gouvernementale qui fait de l'inclusion financière un axe majeur de sa mise en œuvre. Faite à Lomé, le Conseil des ministres. Et répondant aux questions des journalistes présents, le ministre Imoa a expliqué le contenu du 5e rapport périodique du Togo sur la mise en œuvre du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les avancées et les défis qui restent à relever, le ministre Imoa en a parlé dans ses explications. Je vous propose un extrait. Aujourd'hui, l'expression du suffrage a été largement améliorée dans notre pays. Les processus électoraux ont été améliorés. Aujourd'hui, si on prend la grande réforme de 2019, la grande réforme constitutionnelle qui a apporté la limitation du mandat présidentiel, qui a transformé le mode de désignation du président de la République, au lieu d'une élection à un tour, nous sommes désormais passés à une élection à 2 tours, qui a également limité le nombre de mandats des députés à l'Assemblée nationale, qui a ouvert la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle à toutes les institutions de la République, ce qui permet une meilleure garantie des droits fondamentaux prévus par la Constitution togolaise. Et puis, en matière de droits civils, par exemple, on peut rajouter des exemples comme le droit de la famille. Vous rappelez qu'on a consolidé le statut de la femme, on a renforcé sa position comme chef de famille à côté de l'homme à l'intérieur des familles. On a rétabli, par exemple, aujourd'hui dans notre pays, la monogamie comme le mariage de droit et la polygamie comme une exception. Tous ces éléments ont permis au comité, dans un premier temps, de constater les avancées faites par notre pays, de féliciter le Togo et de l'encourager à continuer. Mais en même temps, il y a des défis. Vous avez posé la question, quels sont les défis qui restent à faire? Vous savez, les droits de l'homme sont un chantier interminable. Il n'y a aucun pays au monde qui dit qu'il a atteint la perfection des droits de l'homme aujourd'hui. Et donc, il y a toujours quelque chose à améliorer. Si je reprends par exemple sur la loi sur la liberté de manifestation, nous avons entendu les commentaires qui ont été faits par la Commission nationale des droits de l'homme, par la société civile togolaise, par des partis politiques, mais également par des partenaires internationaux. Et donc le gouvernement a mis en place un comité dans le cadre de la concertation nationale des acteurs politiques qui va également faire des propositions là-dessus. L'équipe gouvernementale fait des propositions là-dessus. Et puis nous allons prendre en compte toutes ces contributions pour voir comment nous allons améliorer notre loi sur les libertés.
Et nous reviendrons en fin d'édition sur l'intégralité de ce point de presse. Et je vous donne à présent la suite donc du programme des cérémonies d'hommage à feu El Hadj Abbas Bonfo. Demain, jeudi 8 juillet 2021 à Kabou, 10 heures mise en place terminée pour la famille et les personnes accompagnatrices, les personnes locales, les personnalités locales, les personnalités nationales invitées. 10h50, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 10h55, arrivée du cortège funèbre. 11h, début des cérémonies. Il est à noter que toutes les cérémonies se dérouleront dans le respect strict des mesures barrières pour la lutte contre la pandémie liée à la COVID-19. Et parlant toujours de la COVID-19, après l'administration des vaccins AstraZeneca et Sinovac, le gouvernement togolais lance celle du vaccin Pfizer. Une de nos équipes de reportage a rencontré ceux qui ont reçu leur toute première dose du Pfizer. Carmen Madiakapo pour le compte-rendu. Le vaccin du laboratoire Pfizer BioNTech que le Togo va poursuivre sa campagne de vaccination. Devant les flashs, ces habitants du Grand Lomé sont les premiers à recevoir une dose du vaccin Pfizer qu'ils attendaient depuis. Pfizer, c'est le meilleur vaccin. Il faut essayer de vacciner. Avec AstraZeneca, j'avais hésité. Mais maintenant, c'est un choix. Donc, j'ai décidé de le faire. Le gouvernement togolais a réceptionné en juin dernier 100 000 doses du vaccin Pfizer. L'administration du vaccin, mise au point par le duo germano-américain Pfizer-BioNTech, est en cohérence avec l'engagement du gouvernement togolais d'atteindre l'immunité collective en vue de rompre la chaîne de contamination du Covid-19. J'ai appris que la première dose pour le Pfizer, ça commence ce matin. Et quand je suis venue, on m'a dit que c'est les 50 ans au plus qui commencent. La semaine prochaine, je vais revenir. Ce matin, nous recevons les gens de 50 ans et plus pour la première dose de Pfizer. D'ici la semaine prochaine, nous allons recevoir les moins de 50 ans. Pour venir se faire vacciner, il faut tenir sa carte d'identité et munir de son portable. Le Togo a officiellement lancé sa campagne de vaccination le 10 mars 2021 avec le vaccin AstraZeneca issu de l'initiative COVAX. À ce jour, le Togo a reçu de l'initiative COVAX 416 000 doses de vaccin AstraZeneca, dont 140 000 servent à l'administration de la deuxième dose à ceux ayant reçu les premières doses. Le Togo a également acquis, outre ces vaccins issus de l'initiative COVAX, 200 000 doses du vaccin Sinovac grâce à la coopération sino-togolaise. Il a justement été question du démarrage de l'administration de la première dose du vaccin Pfizer durant la conférence de presse de la coordination nationale de riposte contre la COVID-19 ce mercredi. Et on y a également évoqué l'augmentation ces dernières semaines de cas de contamination. Voyons tout cela avec Eliagba Nyadao. 224 nouveaux cas de COVID-19 au Togo pour le compte de cette semaine. Plus que le double comparativement à la semaine dernière. Un chiffre rendu officiel ici par la coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19. Cette semaine, les cas ont augmenté. Plus les cas augmentent, plus il y a risque d'hospitalisation et risque de décès, surtout pour les personnes non vaccinées. Nous avons noté 3 décès. Ceci surtout à cause de la situation sanitaire dans la sous-région, mais aussi dans le monde, où il y a une nouvelle vague qui est en train d'arriver et nous devons tout faire pour amortir cette vague chez nous. Et pour amortir cette vague, nous devons redoubler de vigilance. Cette augmentation est due à la circulation d'un variant que nous appelons variant Delta. Le gouvernement, d'ailleurs, a attiré l'attention de la population sur les restrictions toujours en vigueur. Le respect scrupuleux de ces mesures fera l'objet d'un contrôle renforcé par la force GMS. La coordination invite les populations à se faire vacciner.
L'expérience de l'AstraZeneca et le Sinovac reste bien concluante. Des milliers de Togolais ont déjà eu leur deuxième dose. Ce mercredi, le pays a lancé l'administration de la première dose de Pfizer. Elle concerne les personnes de 50 ans et plus dans le Grand Lomé. Pfizer a démarré dans notre pays et après cette semaine, ça sera étendu à d'autres tranches d'âge. La population adhère à la vaccination. Et quand vous voyez, c'est ça qui a fait que peut-être pendant longtemps, l'intérieur est resté calme. On a pu vacciner quand même une petite partie des personnes vulnérables et des personnes de plus de 50 ans. Et nous attendons les autres doses pour pouvoir vacciner beaucoup plus rapidement. Depuis hier, un arrêté ministériel fixant le coût des tests à l'aéroport a été signé et ces tests ont été ramenés à 25 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs. De nouvelles doses d'AstraZeneca et Sinovac sont attendues d'ici fin juillet pour la deuxième dose et Johnson & Johnson pour une nouvelle phase vaccinale. Pour les vacances qui s'annoncent, la coordination invite à la vigilance et à observer scrupuleusement les gestes barrières. Le Covid ne connaît ni âge ni situation socio-professionnelle. Et à ce jour du mercredi 7 juillet 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 14 140. 35 nouveaux cas ont été enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 13 586. 14 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 422. Le nombre de décès est de 132. C'est un communiqué signé par le ministre en charge de la santé, professeur Moustapha Mijiawa. Vous avez déjà fait le trajet Lomé à Takpamé et même au-delà, vous aurez sûrement déjà dégusté ou ramené du poisson frais, frit ou fumé, dit de Nangbeto. Eh bien, ce soir, nous vous emmenons faire un tour sur le lac Nangbeto lui-même et vous faire découvrir toute la machine humaine qui y travaille et en vit. Et c'est avec Sylvain Abdou et toute l'équipe TVT à Takpamé. C'est cette manœuvre qu'ils mènent ici chaque jour, ces pêcheurs, un travail qui constitue pour eux une activité génératrice de revenus. Des milliers de poissons sont pêchés chaque jour ici, dans ce lac Nangbeto. Et tout part justement d'ici, les produits halieutiques. Plus de 957 pêcheurs mènent cette activité de pêche dans ce bagage, communément appelé le lac artificiel Nangbeto. Ces produits, une fois pêchés, sont récupérés par des marailleurs et marailleuses qui les distribuent aux transformatrices pour leur mise en vente sur le marché. Et c'est ce qu'on retrouve habituellement au carrefour Agbonou à Atapamé par exemple. Un commerce devenu une activité génératrice de revenus pour la plupart, d'autres 15 ans dans le domaine, d'autres 20 ans et plus. J'ai commencé cette activité il y a 15 ans. À travers elle, j'arrive à soutenir l'éducation de mes enfants et bien d'autres besoins. Je me réjouis pour ce lac et je remercie Dieu pour cela. Moi, j'ai fait plus de 20 ans dans cette affaire. Ça m'a beaucoup aidé puisque c'est la seule activité que je mène. Et grâce à ça, je m'occupe bien de ma famille. Le lac Nangbeto a donc beaucoup apporté dans le quotidien des populations. D'autres activités sont également effectuées autour du lac. Le maraîchage ainsi que le levage puisque l'herbe est disponible et l'eau en permanence. Le lac est devenu comme la terre pour nous. Comme toujours on dit, un adage dit que la terre ne trompe jamais. C'est à base de ça que nous aussi nous vivons. Je suis venu ici à l'âge de 25 ans et actuellement j'ai à peine 48 ans. Vous voyez, bref, si le lac ne m'apporte pas, je ne peux jamais rester sur ce lac pendant toute cette durée. C'est notre entreprise. Le lac est donc un acquis. Et au-delà de la pêche, la fourniture de l'énergie. Le barrage, au-delà de la pêche que nous voyons, nous utilisons l'électricité.
l'électricité que nous utilisons, ça vient d'où? Ça sert les Togolais, aussi bien donc les Togolais que les Béninois. Donc les bénéfices du lac de Nangbeto sont énormes. Construit par le Togo et le Bénin dans le but de fournir de l'énergie électrique, le lac Nangbeto offre également des opportunités d'emploi à travers la pêche, une activité menée ici par plusieurs acteurs, notamment des Béninois, des Ghanéens, des Nigérians, des Burkinabés et des Togolais qui justement vivent autour du lac. Vous en savez encore un peu plus donc sur le lac Nangbeto. Les échos de la cour d'assises de Lomé à présent. Hier, deuxième journée d'audience, c'est une affaire de trafic de drogue qui était jugée. Le récit avec Issaka Aruna et Yata Aratem. Condamne les accusés Fingal, Carlotta Odia et Johnson Sandra Elizabeth à la peine de 7 ans de réclusion criminelle chacune. Carlotta Fingal, 40 ans, Elizabeth Johnson, 53 ans, toutes de nationalité guyanaise. Elles répondent de leurs actes dans l'affaire de trafic international de drogue. Elles avaient été interpellées le 20 août 2014 à l'aéroport international Nazimbe et Yadema suite à la découverte d'une importante quantité de cocaïne soigneusement dissimulée dans leurs valises. Après avoir rejeté en bloc tous les faits qui leur étaient reprochés au cours de l'enquête préliminaire, Carlotta a fini par les reconnaître devant le juge d'instruction. Sa co-accusée, Elisabeth, est restée sur sa position jusque devant la cour. À la barre, elle n'a pas pu convaincre. Elle s'est montrée évasive et contradictoire dans ses déclarations avant d'avouer finalement les faits. Ses clientes ayant reconnu les faits, l'avocat conseille à plaider la clémence de la cour. Une faute avouée est à moitié pardonnée, a estimé l'avocat général qui a toutefois demandé une peine exemplaire afin de décourager ce commerce dangereux. Mesdames et messieurs les jurés, je vous invite solennellement à être vigilants et donner un signal fort à tous ceux qui, comme Mesdames Fingal et Johnson, cherchent à faire de notre pays une plaque tournante du trafic de drogue dans la sous-région. Dans son délibéré, la Cour inflige des peines de 7 ans de prison et 15 ans d'interdiction de séjour au Togo pour Dame Fingal et Johnson. Les accusés sont en fait libres pour avoir déjà passé 7 ans derrière les barreaux. J'ai été très content d'avoir entendu le verdict de la Cour. La Cour a suivi en plaidoirie. Contrairement au réquisitoire du parquet général, qui avait requis 20 ans, moi j'ai suggéré que la Cour descende en deçà du minimum, le minimum étant 10 ans. Elle est condamnée pour le temps qu'elles ont déjà passé en prison. Le trafic de drogue constitue une réelle menace pour l'intégrité, la stabilité et la sécurité des États. Il est puni par la loi du 18 mars 1998 portant contrôle des drogues au Togo. Les assises se sont poursuivies ce mercredi pour la 3e journée avec la condamnation à 15 ans de prison de 2 accusés d'homicide volontaire et de groupement de malfaiteurs. Et des faits qui remontent à mai 2014. Vous en saurez donc davantage dans nos prochaines éditions. L'actualité de ce mercredi, c'est également la situation tendue à Haïti après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il aurait été tué par un commando dans la nuit d'hier, mardi, et le pays est en état de siège. C'est le chef du gouvernement par intérim, Claude Joseph, qui a annoncé par communiqué l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse, dénonçant un acte inhumain et barbare. Jovenel Moïse, 53 ans, a été tué par balle dans la nuit de mardi à mercredi par des assaillants non identifiés qui ont attaqué sa résidence privée. La première dame blessée dans l'attaque a été hospitalisée. Depuis sa prestation de serment en février 2017, Jovenel Moïse était le président d'un pays en crise et en pleine déroute politique. 7 chefs de gouvernement se sont succédés durant son mandat. Le dernier Premier ministre en date, Ariel Henry, avait été désigné pas plus tard que lundi. Accusé d'inaction, le président a été confronté à une vive défiance d'une bonne partie de la population haïtienne et de ses rivaux politiques. Depuis février dernier, l'opposition ne reconnaissait plus Jovenel Moïse comme légitime au poste de président et réclamait son départ. Le mandat de 5 ans étant, selon l'opposition, arrivé à son terme. Les manifestations contre le régime étaient depuis très fréquentes. Le président, lui, jugeait qu'il lui est resté 1 an supplémentaire, prenant en considération la date de prise de fonction officielle et non celle de la prestation de serment. Le 7 février dernier, le gouvernement de l'époque avait d'ailleurs annoncé l'arrestation de 23 personnes.
des individus qui avaient, selon le gouvernement, l'intention d'assassiner le président. Haïti, pays parmi les plus pauvres du continent américain, est gangréné par l'insécurité, avec des gangs jouissant d'une quasi-impunité. Mercredi, le Premier ministre, par intérim, a appelé la population au calme et assuré que la situation sécuritaire du pays était sous contrôle. Et puis sachez qu'en Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma se constitue prisonnier. Il a été condamné la semaine dernière à la prison ferme pour outrage. Et je vous propose à présent de suivre l'intégralité du point de presse qui a suivi le compte-rendu du Conseil des ministres ce mercredi. Je m'appelle Dieudonné Messon, je suis journaliste directeur de publication du site Reporter d'Afrique. On parle de liste de génies devant composer l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Dites-nous, qu'entend-on ou bien que peut-on entendre par génie dans ce contexte-ci? Eh bien, je vous remercie. Avant de répondre à votre question, il faut peut-être rappeler que le 20 mars 2020, notre pays a adopté une nouvelle loi qui réglemente la profession d'ingénieur au Togo. Et au titre de cette loi, il est prévu qu'un décret établisse les spécialités qui interviennent dans le domaine de la profession d'ingénieur. Donc c'est à ce titre que le décret a été adopté aujourd'hui et la notion de génie définit les spécialités qui interviennent dans la profession d'ingénieur. Et donc désormais, lorsque des diplômés, ceux qui ont fait des formations en ingénieur, génie civil par exemple, ou génie mécanique par exemple, voudront s'inscrire à l'ordre des ingénieurs du Togo, naturellement on saura dans quelle spécialité on pourra les inscrire en tant que professionnels reconnus au Togo. Et donc c'est intéressant parce que désormais, lorsque nous, citoyens, nous souhaiterions faire appel à un ingénieur pour nos différents travaux, en nous adressant à l'ordre, on saura dans quelle spécialité on peut choisir les compétences que nous recherchons. Donc le décret vise à restructurer la profession d'ingénieur en définissant les différentes spécialités et puis en facilitant l'inscription et la reconnaissance des ingénieurs diplômés dans notre pays. Je suis Ramdan Bassina de la TVT. Qu'est-ce qui motive la création d'un conseil provisoire de l'Ordre national des ingénieurs ? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la loi du 20 mars 2020 qui réglemente la profession d'ingénieur au Togo désormais. Cette loi a également prévu 2 organes pour gérer l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Il y a une assemblée générale et puis il y a un directoire donc, qui est prévu, un conseil qui va diriger cet ordre-là. Ce conseil, en attendant d'être mis en place par l'assemblée générale, il faut mettre en intermédiaire un organe qui va préparer un certain nombre de tests d'application de la loi de 2020 et qui va également organiser l'assemblée générale qui va ensuite désigner les responsables désormais de l'Ordre national du Togo. Et donc le décret qui a été examiné concernant le conseil que vous évoquez permet simplement de mettre en place un conseil transitoire. Donc c'est un organe provisoire qui va organiser l'ensemble de la profession, va faire adopter les tests d'application de la loi de 2020 et va organiser l'Assemblée générale de sorte que cette Assemblée générale désigne les membres définitifs qui vont diriger l'Ordre national des ingénieurs du Togo. Vous avez tout à l'heure parlé au cours du Conseil de l'examen du projet de décret fixant les modalités et le prix de cession par l'État d'une partie de sa participation dans le capital social de la société MIFA. Alors, dans ce cas-ci, quel est le contexte dans lequel peut s'opérer ce processus de cession des parts de l'État ? Alors, il faut peut-être rappeler un petit peu le contexte, et vous faites bien de soulever le problème. Le gouvernement togolais avait fait le choix, à l'axe 2 du PND, de faire un développement du secteur agricole en se basant sur une approche chaîne de valeur, donc qui permet une meilleure productivité, un équilibre de la balance agricole, etc. Et pour faciliter donc cette approche-là, on a créé un mécanisme d'incitation de sorte à mobiliser des ressources pour le secteur agricole. Au départ, c'était un mécanisme simple qui avait été mis en place, mais le besoin de mobiliser plus de ressources, et notamment des ressources venant du secteur privé, a amené donc à transformer ce mécanisme en une société anonyme. C'est ce qu'on appelle le MIFA SA. Et dans cette société anonyme, les différentes parts étaient détenues par l'État, d'une part, par la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton, d'autre part, et ensuite
une part par le secteur privé, des entreprises qui ont un lien avec le secteur agricole de façon directe ou indirecte. Malheureusement, en cours de parcours, les entreprises, le secteur privé qui devait apporter des financements n'a pas été en mesure de mobiliser les ressources nécessaires pour sa participation. Et donc l'État a dû récupérer cette contribution puisque la Fédération nationale, elle, a libéré ses parts, donc il n'y avait pas de difficulté par rapport à cela. L'État a récupéré les parts de cette partie du secteur privé et a recherché un partenaire stratégique qui peut aider à réorganiser donc, ce mécanisme incitatif pour le financement agricole et lui redonner un nouveau dynamisme. Et il s'est trouvé que nous avions lancé ensemble ici, et vous vous rappelez le chef de l'État a inauguré le mois dernier la plateforme industrielle d'Aritikopé, qui est détenue par des partenaires internationaux du Togo et par l'État togolais. Et donc cette plateforme qui, elle, va installer des entreprises qui vont transformer des produits agricoles du Togo, notamment est intéressée à un mécanisme incitatif de financement de l'agriculture. Donc c'est cette plateforme d'Aritikopé, ce qu'on appelle PIA, qui va récupérer une part de la contribution que l'État a récupérée sur le secteur privé. Et aujourd'hui, le mois dernier, un décret avait déjà autorisé la cession d'une part des participations de l'État à la plateforme industrielle d'Aritikopé. La deuxième phase qui est faite aujourd'hui, c'est de fixer le prix. Mais comment se fixe le prix? L'État ne décide pas, le gouvernement ne décide pas de fixer le prix tout seul. Il consulte d'abord ce qu'on appelle la commission d'évaluation des privatisations, qui est une commission qui est composée de diverses personnalités, de spécialistes dans le domaine, et elle donne un avis. Cette commission donne un avis et propose à l'État le prix d'acquisition des parts. Donc c'est sur la base de cet avis qui a été donné que le Conseil des ministres aujourd'hui a adopté le décret qui reprend le prix proposé par la COMEP, donc la Commission d'évaluation des privatisations, et c'est ce prix qui va servir de base au transfert de la partie des participations de l'État à la plateforme industrielle d'Aritikopé. Donc le décret qui a été adopté vise simplement à reprendre, à accepter le prix proposé par la COMEP et donc à autoriser la cession définitive des parts de l'État à la plateforme industrielle d'Aritikopé. Mais attention, l'État ne sort pas complètement du mécanisme MIFA. L'État garde 43,5% de façon directe ou indirecte dans le mécanisme MIFA. La Fédération des producteurs, des groupements de producteurs de coton également garde sa contribution dans le mécanisme et puis PIA également récupère une partie. Ça fait donc 3 actionnaires aujourd'hui principaux qui sont dans le mécanisme incitatif de financement de l'agriculture. Parlant du 5e rapport périodique du Togo sur la mise en œuvre du pacte relatif aux droits civils et politiques, quels sont les domaines dans lesquels le Togo a progressé et quels sont les défis qui restent à relever? Le rapport qui a été présenté couvre la période 2011-2018, mais actualisé à 2021. Donc ça fait presque 10 années d'évolution qui ont été présentées à travers ce rapport. Et pour citer les grandes lignes, mais vous avez suivi avec nous ici les grandes réformes que nous avons faites, que ce soit dans le cadre des libertés politiques. Aujourd'hui, l'expression du suffrage a été largement améliorée dans notre pays. Les processus électoraux ont été améliorés. Aujourd'hui, si on prend la grande réforme de 2019, la grande réforme constitutionnelle qui a apporté la limitation du mandat présidentiel, qui a transformé le mode de désignation du président de la République. Au lieu d'une élection à 1 tour, nous sommes désormais passés à une élection à 2 tours, qui a également limité le nombre de mandats des députés à l'Assemblée nationale, qui a ouvert la possibilité de saisir la Cour constitutionnelle à toutes les institutions de la République, ce qui permet une meilleure garantie des droits fondamentaux prévus par la Constitution togolaise. Et puis, en matière de droits civils, par exemple, on peut rajouter des exemples comme le droit de la famille. Vous vous rappelez qu'on a consolidé le statut de la femme, on a renforcé sa position comme chef de famille à côté de l'homme à l'intérieur des familles. On a rétabli, par exemple, aujourd'hui dans notre pays, la monogamie comme le mariage de droit et la polygamie comme une exception. On a aujourd'hui prévu que les femmes qui sont soumises au rite funéraire au décès de leur mari peuvent refuser de se soumettre à ces rites si elles considèrent que cela porte atteinte à leur personne, à leur dignité ou à leur fragilité, à leur honneur. Elles peuvent refuser de le faire, mais on ne peut pas les empêcher d'hériter du fait qu'elles ne se soient pas soumises à cela. La deuxième, les coutumes dans notre pays désormais doivent être conformes à la Constitution. Toutes les coutumes qui sont contraires aux droits fondamentaux prévus par la Constitution ne sont plus acceptables. Nous avons également garanti le droit de l'enfant avec un nouveau code de l'enfant qui a été adopté. Et donc, il y a une série d'avancées importantes que notre pays a faites, que ce soit sur des questions politiques. Je prends la liberté de manifestation.
On a beau évoquer un certain nombre de modifications et le gouvernement entend bien évidemment les contributions pour améliorer ces tests. Mais nous avons fait un progrès important là-dessus aujourd'hui. Et donc, tous ces éléments ont permis au comité, dans un premier temps, de constater les avancées faites par notre pays, de féliciter le Togo et de l'encourager à continuer. Mais en même temps, il y a des défis. Vous avez posé la question, quels sont les défis qui restent à faire? Vous savez, les droits de l'homme sont un chantier interminable. Il n'y a aucun pays au monde qui dit qu'il a atteint la perfection des droits de l'homme aujourd'hui. Et donc, il y a toujours quelque chose à améliorer. Si je reprends par exemple sur la loi sur la liberté de manifestation, nous avons entendu les commentaires qui ont été faits par la Commission nationale des droits de l'homme, par la société civile togolaise, par des partis politiques, mais également par des partenaires internationaux. Et donc, le gouvernement a mis en place un comité dans le cadre de la concertation nationale des acteurs politiques qui va également faire des propositions là-dessus. L'équipe gouvernementale fait des propositions là-dessus. Et puis, nous allons prendre en compte toutes ces contributions pour voir comment nous allons améliorer notre loi sur les libertés. De la même manière, la société civile a exprimé un besoin d'avoir une nouvelle loi sur les associations. Vous savez que le Togo utilise toujours la loi de 1901 qui a été transposée en 1942, puisque c'est un héritage juridique que nous avons dans notre arsenal depuis notre indépendance. Aujourd'hui, il y a un premier draft de loi qui est en cours. Le gouvernement va élargir la consultation de sorte à améliorer ce texte pour que nous ayons désormais notre propre loi sur les associations au Togo. Et donc, on a de nombreux chantiers qui vont s'organiser aujourd'hui. La commission, prenons par exemple sur la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui concerne la presse et donc qui vous intéresse, il me semble. Le ministre de la Communication et des Médias a engagé un certain nombre de réformes actuellement en cours, depuis l'adoption du dernier code de la presse. Et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication va également être améliorée dans son fonctionnement, dans son indépendance, dans sa composition. Donc ce sont des progrès qui sont en cours pour faire face à des défis qui ont été évoqués. Le gouvernement travaille à cela, mais nous ne devons pas travailler seul à cela. Nous travaillons ensemble avec tous les partenaires. Je dis encore une fois, la contribution de la société civile, des institutions de la République sont importantes pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés ensemble en tant que citoyens togolais. Je suis René Doku du site d'information impartialactu.info. Vous avez examiné un projet de décret portant approbation de la charte des petites et moyennes entreprises. Dites-nous quelle sera la contribution de cette charte dans la promotion de l'entrepreneuriat au Togo et quel sera le capital social de ces entreprises. La contribution de l'entrepreneuriat à l'économie de notre pays, au développement de façon générale, est importante et elle peut même être adressée grâce à une série d'indicateurs que nous retrouvons dans les rapports disponibles. Et depuis quelques années, il y a un effort qui est fait en vue de la structuration de ces différentes entreprises pour avoir une ligne claire, une lecture uniforme de ces entreprises. Depuis 2010, existait une charte des très petites et moyennes entreprises. Et cette charte-là, avec le temps, ne correspondait plus à la réalité de la composition, de la structuration des entreprises dans notre pays. Elle ne correspondait pas non plus aux propositions que l'on retrouvait notamment dans la charte de la CEDEAO et dans les propositions de l'UEMOA, ce qui a imposé une actualisation de la charte de 2010. Alors, au titre de cette actualisation, il va désormais y avoir 4 catégories. On va pouvoir identifier 4 catégories d'entreprises: les nano-entreprises, les micro-entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Cette catégorisation est fondée sur un critère de chiffre d'affaires notamment, et les nano-entreprises par exemple, ce sont celles qui ont un chiffre d'affaires compris entre 0 et 5 millions. Les micro-entreprises entre 5 et 30 millions. Les petites entre 30 millions et 150, et les moyennes entre 150 millions et 1 milliard. Moins d'1 milliard, évidemment. Après 1 milliard, on bascule dans les grandes entreprises. Cette structuration qui est proposée a un intérêt. Aujourd'hui, pour accéder au crédit, par exemple, pour accéder à un financement, il faut rentrer dans des catégories. Et le fait d'avoir une structuration claire permet à nos entreprises de pouvoir postuler pour ces financements, notamment les financements proposés par l'UEMOA, la CEDEAO, les partenaires financiers. Mais n'oublions pas un élément, il s'agit d'une charte.
Et une charte, en fait, c'est un acte juridique qui fixe des objectifs, qui peut se proposer des moyens. Et dès lors qu'on adhère à cette charte, l'on peut bénéficier d'un certain nombre d'avantages. Et c'est là tout l'intérêt de l'actualisation de cette charte, une actualisation qui se fait en lien avec les propositions de la CEDEAO et de l'UEMOA notamment. La question de l'inclusion financière a été également évoquée. Est-ce que vous pouvez nous donner un bilan qu'on peut dégager au jour d'aujourd'hui et quels sont les défis qui restent à relever? Depuis quelques années, notre pays s'est engagé dans des réformes visant à mettre à la disposition de nos compatriotes un certain nombre de solutions en vue de leur inclusion. Vous savez très bien que dans la feuille de route gouvernementale, l'inclusion est un axe fort sur lequel le gouvernement travaille. Peut-être avant d'aller plus loin, faire un petit point sur la notion d'inclusion ou d'exclusion sociale ou financière plutôt. On parle d'exclusion financière lorsque un individu n'a accès à aucun service financier, que ce soit la banque, que ce soit l'assurance ou même la tontine. Et le constat est que dans certaines communautés de notre pays, nos compatriotes n'ont accès à aucun service financier, avec toutes les conséquences que l'on peut en tirer. Mais depuis 2013, notamment, on a des réformes, des actions de l'État de façon coordonnée qui permettent à nos concitoyens d'avoir accès à un minimum d'inclusion financière. On pense par exemple au FNFI, on pense à l'institution de la DOSI notamment. Et toutes ces actions, aujourd'hui, permettent à notre pays d'avoir une inclusion financière autour de plus de 70%, qui nous permet d'être classés 3e de la zone ouest africaine. Mais malgré ce travail qui est proposé, l'on note toujours une disparité dans la répartition de l'inclusion financière. Lorsque vous prenez par exemple la région des Savanes, on est à une exclusion autour de 60%. Lorsque vous prenez la région de la Kara, on doit être autour de 52%, la région centrale 50%, la région des plateaux 38%, seul le Grand Lomé s'en sort un tout petit peu avec 28% d'exclusion sociale. Donc, on a avancé, mais la répartition de l'inclusion financière sur l'étendue du territoire est inégale. Donc il y a un travail à faire pour améliorer cette inégale répartition. Ce travail est d'autant plus important que dans les analyses qui ont été proposées, l'on note par exemple que dans la région des Savanes, où on est à près de 60% d'exclusion financière, le peu de financement qui atteint les communautés est remboursé de façon très importante, autour de 95% de recouvrement de l'argent investi dans ces zones-là. Donc il y a une réelle nécessité d'aller compléter le gap en termes d'inclusion financière. Aujourd'hui, les défis qui restent à réaliser sont nombreux. On pense par exemple à accéder, relativement à cette stratégie qui est proposée, à un taux d'exclusion financière dans la zone des Savanes et de la Kara à moins de 45%. C'est un premier point à atteindre. L'on essayera d'aller à près de 200 000 personnes par année en termes de cibles. Aujourd'hui, nous sommes à 150 000 en termes de cibles atteintes d'inclusion financière. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à 200 000 par année. L'inclusion formelle dans notre pays se situe donc autour de 60% de façon globale, et puis l'inclusion globale elle-même est autour de 72%. L'on voudrait aller à 75% pour l'inclusion formelle et à 90% pour l'inclusion globale. Et cette stratégie nous permettra d'atteindre ces objectifs tout simplement parce que l'observation, c'est que nous avons des mécanismes qui fonctionnent, qui nous permettent d'avancer, mais ces mécanismes-là gagnent à être coordonnés pour aller plus vite et pour travailler mieux. Moi, je suis Etanam Kokoroko de New World TV. La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid a révélé que le Togo n'a pas un fichier
lorsqu'on avait voulu partager de l'argent dans le programme Novici. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous parlez des 200 000 personnes à atteindre, est-ce que ce sont ces personnes-là seulement qui existent ou bien vous allez actualiser le fichier? Relativement aux 200 000 personnes ou aux 150 000 personnes qui constituent la situation actuelle, je vous le disais tantôt, nous avions un certain nombre de mécanismes qui permettaient d'atteindre nos concitoyens en termes d'inclusion financière. Et sur la base de ces mécanismes, sur la base de ces fichiers, ce chiffre est ressorti. L'ambition, c'est d'aller à 200 000. Mais pour aller plus loin, pour préciser votre questionnement, l'établissement d'un fichier aujourd'hui est un travail sur lequel nous avons avancé. Je prends la stratégie digitale de façon globale en termes d'identification de nos concitoyens. Elle va dans ce sens-là. C'est le premier point d'ailleurs de la feuille de route, identifier nos concitoyens pour pouvoir mieux répartir les services et avoir des résultats en termes d'atteinte de cibles plus efficients. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.